Volontiers. Merci, merci de cette invitation parce qu'en fait, on touche ici à quelque chose qu'un certain nombre de microbiologistes comme moi considèrent comme évident, mais qui est loin en fait d'avoir pénétré le champ sociétal. Il s'est passé quelque chose ces dernières années de parfaitement révolutionnaire dans notre vision de la biologie. Au XIXe siècle, nous avions posé la question de savoir qu'est-ce qui rend malade. Et nous avons trouvé les microbes. Nous avions juste oublié de poser une question qui va pas d'elle-même, parce que quand on parle de train, par exemple, on s'intéresse plus aux trains qui n'arrivent pas à l'heure qu'à ceux qui arrivent à l'heure, bien que la plupart arrivent à l'heure. Mais sur notre santé, nous n'avions pas posé la question équivalente, qui est une question qui touche un état plus ordinaire, et Dieu merci. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? Et la réponse, quand on a eu fouillé, il a d'abord fallu poser la question, ça a été les microbes. Car les microbes sont à l'aune de tout ce qui est dans la nature, ils ne sont ni bons ni mauvais, ils constituent ce qui est pour le meilleur et pour le pire. Et je voudrais commencer cet exposé en insistant sur une chose, c'est que nous sommes faits d'une pâte microbienne. Ce que je veux dire par là, c'est que les travaux les plus récents dont on dispose sur ce que l'on appelle le microbiote montrent que nous sommes doublement habités par des microbes. Nous le sommes d'abord par le nombre de microbes que contient notre organisme, surtout notre tube digestif, mais pas que, il y a la peau aussi. Le nombre de microbes, bactéries, levures, très peu de champignons filamenteux, là, que contient notre organisme, le nombre de cellules microbiennes est équivalent au nombre de cellules de notre organisme, 1 pour 1. C'est énorme, Dieu merci, ils sont plus petits que nos cellules, et ça ne fait à tout casser que 1 à maximum 2 kilos embarqués. Mais il y a donc une habitation numérique. Mais ça, on s'en fiche, parce que ça, on le savait quand j'ai fait mes études. On parlait d'ailleurs de microflore commensale. Commensale, ça veut dire que bon, ils étaient là, ils mangeaient des morceaux de peau, notre tube digestif, mais enfin, bon, pour nous, ça faisait rien. On a changé de nom, hein, on appelle ça microbiote maintenant, et ce qu'on découvre, c'est que nous sommes habités fonctionnellement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement présents en nombre, ils sont présents en fonction. Et il n'est, je ne suis pas paradoxal en disant ça, il n'est aucune de nos fonctions où ils n'interviennent à nos côtés. Une fonction évidente, c'est la digestion. La plupart des enzymes qui contribuent à digérer les substrats complexes dans notre tube digestif sont microbiennes. Et donc, ils contribuent à rendre assimilables un certain nombre de produits. D'ailleurs, ils se servent là-dedans allègrement. Ils nous aident à digérer. Ils fabriquent aussi des vitamines qui sont produites par eux-mêmes et qui, probablement parce que certaines cellules sont abîmées, finissent par passer dans notre organisme. Ça, on le sait bien parce qu'on sait élever des souris sans bactéries, et on les élève dans des milieux axéniques, et ces souris-là, eh bien, il leur faut 30% d'aliments en plus pour se développer, et en plus, il leur faut des pilules vitaminiques régulièrement. On sait très bien que cette présence microbienne, elle aide à la nutrition. Mais ce n'est pas tout. Elle aide aussi à se protéger. Ces microbes de notre tube digestif détoxifient un certain nombre d'organismes, de toxines alimentaires. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples. Je voudrais surtout regarder une autre protection, qui est la protection contre les microbes indésirables. Parce qu'ils occupent le terrain. Et parce que pour eux, le fonctionnement de notre organisme est un enjeu de survie, eux aussi sont dépendants de nous, hein. Ils ont des activités qui évitent l'installation des indésirables. 20% d'entre vous, vous avez une chance sur 5 en fait, d'être porteur du staphylocoque doré. Mais vous avez très peu de chances de développer une maladie à staphylocoque doré. Pourquoi? Le problème n'est pas d'en avoir ou de ne pas en avoir, et je vous invite à méditer ça. Ce qui compte, c'est comment ce staphylocoque doré est pris dans un microbiote complexe. Aujourd'hui, on sait que les malacésias, des petites levures de la peau, ont des activités protéolytiques qui empêchent ces staphylocoques dorés de faire des biofilms. Et donc sur la peau, eh bien, quand on frotte, ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas cette résistance mécanique qu'ils auraient s'ils pouvaient faire des biofilms. Et puis ils sont plus sensibles à des agressions chimiques. Dans les muqueuses nasales, par exemple, on a un autre staphylocoque, le staphylocoque de Lion, qui produit un antibiotique qui est très efficace contre le staphylocoque doré. Donc il y en a, mais il n'arrive jamais à ce nombre qui lui permet de basculer dans la mise en place d'un état morbide, d'une maladie. Ce qui compte, ce n'est pas d'être colonisé ou non par des microbes pathogènes, c'est avec qui ils sont. Et donc, aux côtés des fonctions de protection, ce microbiote a des fonctions, aux côtés des fonctions d'alimentation, il a aussi des fonctions de protection, notamment contre l'installation des microbes non favorables. Et si les bébés crient beaucoup, ils font passer des nuits difficiles à leurs parents, c'est en partie parce qu'ils digèrent mal. Et que
les microbes pathogènes s'installent facilement, car eux n'ont pas encore ce microbiote complexe et diversifié qui les protégera. Voilà. En plus, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a d'autres fonctions auxquelles participent ces microbes, notamment dans l'enfance. C'est d'aider au développement du système nerveux, au développement du système immunitaire. La présence de ces microbes qui n'entraînent pas de réaction immunitaire va contribuer, par les messages envoyés, à façonner la façon dont se développe notre système immunitaire, mais aussi notre système nerveux. Et on sait aujourd'hui que ceci commence in utero. On sait très bien aujourd'hui, sur des souris, que les gènes exprimés et la façon dont se développe le système nerveux d'un embryon n'est pas la même selon les microbes que contient ou ne contient pas sa mère. Ça veut dire que, environnés de microbes depuis que les espèces vivantes sont vivantes, nous avons construit un certain nombre de fonctions en appui sur cette perpétuelle colonisation dont nous sommes faits. Nous sommes le produit d'un écosystème microbien. On pourrait dire en termes modernes que l'homme est un service écologique d'un écosystème microbien. Alors, tu l'évoquais, effectivement, aujourd'hui, on est face à un effondrement de cette diversité, et pour le coup, quand on érode une biodiversité taxonomique, évidemment, ça fait moins d'espèces à compter, donc on se dit, oui, les spécialistes vont être déçus, il y a moins d'espèces microbiennes. Sauf qu'on finit par retirer des fonctions aussi. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, des grandes maladies de la modernité qui toucheront un Français sur 4 dans 3 ans, ces grandes maladies de la modernité qui sont en pleine explosion sont en partie des maladies liées à l'appauvrissement du microbiote. Ces maladies, en fait, sont dans 3 catégories majeures. Il y a les maladies du métabolisme, les diabètes, type 1 et 2, l'obésité, où finalement l'organisme ne traite plus bien les produits de l'alimentation. Il y a les maladies du système immunitaire, où le système immunitaire est hyperréactif, l'asthme, les maladies auto-immunes, où carrément il attaque l'organisme, maladie de Crohn, sclérose en plaques. Et puis, il y a les maladies du comportement comme l'autisme. L'autisme, c'est un enfant sur 150 aujourd'hui en Europe. C'est énorme. Et puis, il y a ces maladies, effectivement, qui n'existaient même pas dans ma cour de récréation. La dermatite atopique, je suis désolé, je ne connaissais pas le nom et je n'avais jamais vu les symptômes. Un enfant sur 3 souffre aujourd'hui, de moins de 5 ans, souffre aujourd'hui de dermatite atopique. Donc on est face à une explosion de maladies, et toutes ces maladies ont ceci en commun, c'est que les individus qui les présentent ont une diversité microbienne moins forte. Alors, cause ou conséquence? Pour toutes les maladies que j'ai évoquées, sans aucune exception, il y a des travaux qui démontrent qu'il y a plutôt un rôle causal, mais limité. Je m'explique. Vous collez ça à des souris qui n'ont pas de bactéries, vous leur donnez un microbiote digestif d'individus qui présentent ces maladies, et elles commencent à présenter la maladie. Vous prenez un individu qui présente ces maladies, vous détruisez l'ensemble des microbes de son tube digestif à l'aide d'un antibiotique non pénétrant, comme de la vancomycine, et vous lui injectez le microbiote. Alors ça se fait qu'en milieu hospitalier, parce que c'est encore expérimental. Et vous lui injectez le microbiote d'un de ses proches qui ne présente pas la maladie. Eh bien, ces symptômes régressent. Alors, ils ne régressent pas complètement. Et puis, ils vont revenir. Ce qui est joli, techniquement, c'est qu'ils reviennent au fur et à mesure que la diversité microbienne qu'on lui a injectée s'effondre et retourne à l'état qui est associé à la maladie. Donc ça, c'est encore une preuve supplémentaire de ce que je veux dire, qui est que ces microbiotes et leur effondrement de diversité ont un rôle dans ces maladies. Cela dit, vous avez vu que la régression des symptômes n'est pas complète lors du transfert de microbiote, ni durable. Donc on a clairement aussi d'autres causes, qui sont des causes environnementales, des causes génétiques, et nous sommes sur des maladies complexes dont nul ne songe à réduire la diversité des causes au microbiote seulement. Mais le microbiote y entre, et la chute de diversité du microbiote est l'un des facteurs qui explique ce qui est maintenant une plaie de l'Occident moderne. Un Français sur 4 en 2025. Alors, arrivé là, j'aimerais vous parler maintenant de nos aliments, parce que vous allez me dire, oui, on est ici pour parler de fromage, et vous savez, nos anciens n'ont rien inventé avec les fromages. Ils ont juste, par des gestes culturels, réutilisé les microbes pour les mêmes fonctions. Ces fromages fermentés, d'abord cette fermentation, c'est une prédigestion. Alors vous allez me dire, les produits du lait sont relativement digestes, c'est vrai, mais quand un camembert devient coulant,
l'hydrolyse protéique par les microbes, c'est une prédigestion. Mais vous allez me dire, là, ce n'était pas très nécessaire. Ils sont producteurs de vitamines. Ces bactéries, ces brévibactéries oranges qu'on a sur un Münster ou sur un Vieux-Lille, qu'est-ce qui est orange dedans? C'est du carotène. Or, quand vous avez stocké des réserves et du lait, le carotène, qui est donc le précurseur de la vitamine A, il s'oxyde rapidement. Donc, finalement, vous avez les vitamines des microbes qui, eux, sont vivants et donc dont les cellules sont un environnement où les vitamines, effectivement, sont synthétisées et préservées. Un aliment fermenté, c'est un aliment avec des vitamines. Vous retrouvez des fonctions du tube digestif, digestion, apport de vitamines. Mais vous retrouvez aussi une autre fonction qui est la fonction de protection. On évoquait le fait que pour nos ancêtres, je suis arrivé à ce moment-là, Sylvie, et la digestion du lactose, nos ancêtres ne digéraient pas le lactose. C'est apparu à l'âge adulte, je veux dire. C'est un trait qui a été sélectionné récemment. Et quelque part, faire un fromage, c'était laisser des bactéries et des micro-organismes manger le lactose et détoxifier un aliment qui sinon était facteur de diarrhée. Quand on ne digère pas le lactose, en fait, ça fiche en l'air complètement le fonctionnement du tube digestif de boire du lait. Donc finalement, faire du fromage, du yaourt, c'était une façon de détoxifier le lactose. Alors ça, vous et moi, on a oublié parce que la plupart d'entre nous, maintenant, digèrent le lactose à l'âge adulte, mais ça, c'est une sélection qui s'est opérée parce que nous étions en présence de lait. Mais il y a une autre protection qui est vraiment importante. Et j'espère qu'on aura aujourd'hui quelques-uns des jolis travaux de l'INRA d'Aurillac qui démontrent ça, par exemple, sur la croûte de Saint-Nectaire-Fermier. On a un effet de protection contre l'installation de microbes indésirables. Ces croûtes complexes des fromages faits à la maison, ces croûtes complexes ont une telle diversité que les intrus, comme la listeria ou les salmonelles, ont bien du mal à s'insérer là-dedans. C'est pas qu'ils n'y arrivent pas, mais il y a un effet d'écran qui est le même que celui dont nous avons parlé pour notre organisme. Et malheureusement, cet effet d'écran, il n'est compris que récemment, et donc il n'a pas fait partie du cahier des charges de sélection des ferments industriels. Ces ferments industriels, ils ont les caractéristiques vitaminiques, les caractéristiques de digestion du substrat, peut-être même les caractéristiques aromatiques qui étaient connues et attendues. Mais ils n'ont pas été pensés en termes d'écran contre l'installation des indésirables, un effet documenté, bien connu, des microflores complexes que l'on retrouve sur des fromages au lait cru et surtout pas inoculés, c'est-à-dire qui s'inoculent tout seul dans la cave. Vous voyez que finalement, on retrouve les mêmes effets dans le fromage de protection, d'aide à la digestion et à l'alimentation que les rôles du microbiote de notre tube digestif. Il y a ici un parallèle énorme qui nous raconte qu'une fois de plus, l'évolution culturelle n'a fait que mimer, sans le savoir, notre évolution biologique, recrutant des microbes pour aider comme auxiliaire de processus biologiques ou culturels. Et aujourd'hui, l'effondrement de cette diversité, elle pose des problèmes. Elle peut peut-être poser des problèmes d'arôme, mais avant tout, le problème des flores inoculées est qu'elles n'ont pas nécessairement la diversité qui leur permet de faire écran à l'installation des indésirables. On n'a pas dit ici qu'une microflore, un microbiote, si vous préférez, divers sur un fromage, fera écran contre tous les indésirables. On a juste dit qu'il y contribue. Et il n'y a pas de solution à 100%. Alors, dans ce constat, qui est que les microbiotes, appelons-les comme ça, les microflores qui ont convoqué nos gestes culturels, opèrent les mêmes fonctions que les microbes opèrent dans nos fonctions biologiques, on se dit que vraiment, on a besoin effectivement de maintenir cette diversité. Et puis, il y a le problème aussi du lien, et c'est le troisième point que je voudrais évoquer avec vous, entre cette biodiversité microbienne dans les aliments et la biodiversité microbienne dans notre tube digestif. Je pense qu'il serait naïf de croire que les microbes que l'on mange s'installent dans le tube digestif. Au début de notre vie, c'est très probable, mais rapidement, nous avons un microbiote quand même assez peuplé et où l'installation des nouveaux arrivants est difficile. J'aimerais évoquer ici des travaux de l'équipe de Dusko-Ehrlich, mon collègue de l'Académie d'agriculture, qui a fait des travaux absolument splendides sur les microbiotes à l'INRA de Jouy-en-Josas, et qui montre un effet tout à fait intéressant. Vous savez, on décrit souvent les effets probiotiques. On mange des microbes et on espère qu'ils s'installent. C'est quand même pas toujours le cas. On connaît les effets prébiotiques. On mange des fibres, par exemple, et ça aide certains microbes à s'installer qui consomment ces substrats que l'on met dans le tube digestif. Mais il y a un autre effet
que j'aime appeler effet yaourt ou effet pseudobiotique, vous pouvez trouver un autre nom si vous voulez, qui est le fait que certains microbes en passant ne s'installent pas, ne sont bien sûr pas la source d'aliments des autres, mais perturbent les communautés en place dans le sens favorable. Ce que démontre l'équipe de Du Square-Lich, c'est que quand on mange des aliments qui ressemblent à du yaourt ou du lait fermenté, donc plutôt des préparations type yaourt, eh bien, les microbes ne s'installent pas, les microbes que l'on ingère ne s'installent pas, mais ils perturbent le fonctionnement du microbiote en le poussant dans une voie favorable à l'organisme, qui réduit la quantité de microbes pro-inflammatoires, ceux qui provoquent des états pré-inflammatoires, éventuellement systémiques, et qui ne sont pas très bons pour l'organisme, et il augmente au contraire les producteurs de butyrate et d'autres choses comme ça, qui sont des régulateurs du fonctionnement de l'intestin, d'où un meilleur transit, ça c'est une des choses qu'on observe, mais c'est un détail, et qui sont aussi ces microbes producteurs de butyrate, des régulateurs du système immunitaire. Et donc, même si le lien n'est pas un lien d'installation, la diversité des microbes qu'on mange a à l'évidence un effet sur la diversité des microbes que nous contenons. Ce constat étant posé, on considère d'une toute autre façon la tendance actuelle à une méfiance par rapport aux produits fermentés un peu n'importe comment, c'est-à-dire dont on ne connaît pas exactement la liste des microbes présents. On a des doutes là-dessus et on a des recommandations comme celle de l'ANSES qui dit pas de fromage au lait cru avant l'âge de 5 ans, maintenant on voudrait même pousser ça jusqu'à l'âge de 10 ans, et pour les cantines, c'est acté, il n'y aura plus de fromage au lait cru avant l'âge de 5 ans. Pendant ce temps-là sortent les résultats de la cohorte Pasture, cette cohorte de 1000 petits Européens étudiés, moitié à la campagne, moitié en ville, et où sort d'une façon cinglante que l'incidence des maladies à IgE, ça comprend l'asthme, ça comporte la dermatite atopique, est réduite de 30 à 50% quand l'enfant ou sa maman ont fréquenté au moins 3 animaux différents, c'est ça les animaux, ou bien ont consommé du lait cru, ou des produits dérivés de lait cru. Donc on a des preuves que ces maladies de la modernité sont bel et bien liées à notre alimentation, effectivement, et que quelque part, certes, en réduisant la consommation des produits au lait cru, on réduit certains risques aigus. D'abord, on ne les réduit pas complètement parce qu'on voit très bien que de toute façon, il reste des risques aigus d'intoxication aussi sur des produits pasteurisés, inoculés. Mais en plus, on expose chacun à une réduction de sa qualité de vie par l'augmentation du risque de ces maladies de la modernité. Donc, on est vraiment ici face à un choix difficile. Est-ce qu'on veut réduire les cas aigus d'intoxication, qui existent de fait, au prix d'un risque accru que chacun vive une vie moins agréable, moins heureuse, voire handicapante? La dermatite atopique, pour les parents qui connaissent ça chez les enfants, ça peut être douloureux. Les plaques rouges qui grattent, qui deviennent sanglantes sur le visage, bon, c'est moyen quand même. Donc il y a une vraie question ici que nous devons étudier ensemble, et clairement, aujourd'hui, la stérilisation et ce que l'on sait contrôler de microbes n'est pas une réponse, n'est pas une option. Il faut penser autre chose, il faut penser plus finement, il faut penser plus microbien, peut-être qu'il faut inoculer mieux pour avoir toutes les fonctions. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que l'on voit avec les résultats de la cohorte Pasture, c'est qu'on n'a pas fait mieux que la nature, de ce point de vue-là, c'est-à-dire une exposition forte à une grande diversité microbienne. Alors, pour un microbiologiste, c'est une grandeur, parce que ça veut dire que les microbes, effectivement, prennent des lettres de noblesse. Ils peuvent tout, pire comme le meilleur, et je ne vous souhaite que le meilleur dans vos produits fermentés comme dans notre santé. Et puis pour terminer, j'aimerais vraiment déconnecter deux notions que nous mélangeons trop, la propreté et l'hygiène. La propreté, c'est un code. Allez à Versailles, ça ne vous paraîtra pas très propre, alors que les gens qui vivent à Versailles trouvent ça propre. C'est un code culturel. L'hygiène, c'est un point médical. C'est les conditions qui permettent la meilleure santé. Eh bien aujourd'hui, la propreté ne permet plus l'hygiène. Parce qu'effectivement, nous avons des exigences de propreté des aliments, de notre peau, qui sont déconnectées de nos besoins de microbes, et quelque part, quelque chose qui est propre pour nous occidentaux culturellement, et j'insiste pour nous occidentaux, parce que la propreté, elle est culturelle, donc elle n'est pas universelle, eh bien, ce n'est pas hygiénique. Il faut vraiment méditer ça, et finalement, c'est une des réconciliations avec le monde que nous devons opérer, c'est une réconciliation avec les microbes, c'est une de ces nombreuses réconciliations avec la biodiversité qu'il va nous falloir faire. L'érosion de la biodiversité et l'écroulement des fonctions associées
c'est bien sûr quelque chose qui se passe dans les écosystèmes, mais ça commence dans notre organisme et dans nos assiettes. Et le fromage est un des espoirs de réduire cette crise de la biodiversité, qui est aussi une crise des fonctions de la biodiversité. C'est ce que je voulais vous dire en introduction.